Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct du mercredi 19 mai. Quelle belle journée nous avons passée dans notre région, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui se déconfine, qui reprend goût à la vie sociale. Nous irons évidemment en terrasse à Nice, à Marseille, à Toulon, avec vous. Nous serons en duplex avec nos journalistes également. Nous revivrons cette journée un peu folle où tout le monde a repris du service, les restaurants, les commerces, puis on verra dans la deuxième partie de ce Grand Direct que les habitués des casinos ont retrouvé leur machine à sous, les musées également ont repris vie, puis on terminera en famille. Fin de cette émission du côté du Parc Phénix. On ira également voir du handball avec du public. Ça y est, le public est de retour dans les salles de sport et dans les stades. Une belle émission donc qui se profile avec Yvon Grosso qui sera également notre invité, le président du MEDEF dans notre région, qui j'imagine a le sourire avec toutes ces activités qui reprennent donc à partir de cette journée de mercredi. Voilà pour le sommaire, vous l'aurez compris, c'est donc une édition spéciale. On va essayer de vous montrer le plus de choses possible parce que de belles images, il y en a eu dans cette journée. Et pour démarrer, nous prenons la direction du Cours Saleya à Nice où nous attendent Claudia Olivier et Marie Giusto. Bonsoir Claudia, mais dites-moi, je vois que vous êtes à tabler, il est 18h, vous n'avez pas perdu de temps, vous profitez des terrasses. Alors oui, effectivement, donc ici c'est l'effervescence, ici dans le bar, on est au plein cœur de Nice, on est sur le Cours Saleya, c'est un endroit festif où les Niçois aiment se retrouver pour faire la fête. Alors je suis actuellement avec Maxime, un étudiant, donc qui est venu avec ses amis. Bonsoir Maxime. Ça. Alors j'imagine que c'est vraiment un vrai plaisir de vous retrouver ici à table avec vos amis. Alors oui, effectivement, en tant qu'étudiant, ça fait 6 mois du coup qu'on est chez nous, qu'on travaille en distanciel, donc c'est vrai que ça fait un peu plaisir de voir du monde. Du coup aujourd'hui on en a profité du coup pour venir boire un coup. Du coup là ça fait depuis 11 heures qu'on est là quand même. On essaye de rattraper le temps perdu. On a pu économiser pas mal d'argent, donc avant on s'est fait un filet de sanglier et puis là depuis 11 heures on essaie de profiter un maximum du beau temps. En plus il fait beau, on essaie de profiter, de revoir du monde et ça fait plaisir. Alors est-ce que j'imagine il fait beau aujourd'hui? J'imagine que c'est un avant-goût de l'été aussi? Oui, alors effectivement, sachant qu'en plus là on a fini le partiel, il fait très beau, ça nous permet de voir des gens, donc ouais, c'est vraiment un avant-goût de l'été, donc surtout de rencontrer des gens, de pouvoir discuter, de pouvoir revoir nos amis, de voyager, de pouvoir échanger, c'est important et voilà, donc ça fait plaisir, c'est que du bonheur en tout cas. C'est un peu moment de convivialité, de partage. Quelle est la suite du programme? Alors là, je pense qu'on va rester jusqu'à 21h ici, jusqu'au couvre-feu. Et puis demain, on va revenir un peu plus tard, mais vers 15-16h, histoire de profiter. Je pense que les premiers jours, on va essayer de profiter beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde en ce moment, donc il faut venir assez tôt pour essayer d'avoir une place en terrasse. Mais voilà, c'est que du bonheur en ce moment. Bon, écoutez, on va laisser vous profiter de ce verre en terrasse. Bon, comme vous le voyez, donc les Niçois ici sont au rendez-vous. Vous pouvez également le voir sur les images de Marie Giusto. On a les distances entre les tables, la demi-jauge est respectée. Donc tous ces protocoles ont été mis en place pour respecter les mesures barrières et la distanciation sociale. Merci beaucoup Claudia, on va vous retrouver dans quelques instants parce que vous allez rejoindre Loïc qui est le responsable du bar dans lequel vous êtes. On a hâte de savoir aussi comment lui a vécu sa journée, il doit être sur les rotules. Alors avant cela, j'ai quelques images à vous montrer à la Ciotat. D'abord des images de ce matin parce qu'évidemment les amateurs de café étaient au rendez-vous dès l'ouverture des restaurants. Des images de Guilhem Ricavi de la Provence qui nous a gentiment envoyé ces images. Vous le voyez, les cafés resservis en terrasse. Il est à peu près 8h ce matin, la lumière est déjà belle, il n'y avait pas encore foule, mais voilà, ce sont des images qu'on avait perdu l'habitude de voir. L'ambiance était un petit peu la même à Marseille. Là aussi, vous le voyez sur ces images de Luca Lucata Caruso, on a repris les habitudes au café. Alors moins de monde que maintenant sur le Cours Saleya, quoique là on est aux alentours de midi et vous le voyez, les terrasses étaient quand même bien pleines avec, on peut le dire, partout dans notre région des protocoles
qui ont été bien respectées, les distanciations, pas de problème majeur à l'heure qu'il est. Donc une belle journée sous le soleil. On a eu la chance en plus d'avoir une très belle météo en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc des images voilà, qu'on n'avait plus vraiment l'habitude de voir. Toulon à présent, où là aussi évidemment les terrasses ont rouvertes. Les restaurants également ont servi à midi leur premier repas. Et c'est Marion Colangelo et Thomas Bernabé qui ont donc palpé l'ambiance à midi dans une rue bien connue de Toulon. C'était un jour très attendu. Après plus de 7 mois de fermeture, les restaurants peuvent enfin ouvrir leurs terrasses au public. Ça tombe bien, ici à Toulon, il fait un temps très agréable. D'ailleurs, nous sommes avec Sébastien, le gérant de la brasserie Le Quartz sur la place Puget. Sébastien, j'imagine que c'est un réel soulagement d'être ici aujourd'hui. Une véritable libération, à vrai dire. Après 7 mois, on va enfin pouvoir reprendre notre métier et retravailler sans les aides de l'État qui, sincèrement, nous ont été très, très utiles. J'imagine que du coup, vous avez mis en place des choses aujourd'hui pour l'occasion. On a tâché de faire des choses assez simples pour attirer l'attention un peu sur cette place qui est d'abord mythique à Toulon et simplement pour donner un petit peu d'activité, donner du plaisir. Des réservations pour ce premier service ? Beaucoup de gens ont véritablement joué le jeu. On a eu pas mal de réservations tout au long depuis le début de la semaine et on est très, très, très satisfaits. Merci beaucoup Sébastien pour ces précisions. Pendant que nous parlions, la terrasse s'est remplie. Ici, tout le monde profite du moment. C'est d'ailleurs le cas de Damien et Jade. C'était important pour vous d'être là aujourd'hui? Oui, c'était important pour nous puisqu'actuellement on fête nos 3 ans. Donc c'était important de faire ce repas en amoureux, de bien profiter. Et puis d'être sur cette place fait qu'on revoit un petit peu de vie puisqu'on avait actuellement une place un peu éteinte. Et donc on est très contents. Vous allez profiter de faire d'autres animations avec les autres choses qui ont ouvert ce jour? On ne sait pas du tout encore ce qu'on va faire cet après-midi, mais oui, on réfléchit et on verra par la suite, oui, bien sûr. Merci beaucoup et bon appétit à tous les deux. Vous pouvez le voir, l'ambiance ici est assez joviale. Tout le monde savoure ce petit moment de liberté. Mais il faudra attendre encore quelques jours avant de profiter des terrasses en soirée, car un couvre-feu est maintenu à 21 h jusqu'au 9 juin prochain. Et on le précise, 21 h chez vous, hein, donc il faut prendre un peu vos dispositions, partir un peu plus tôt des cafés et des restaurants. Hier, nous étions dans un hôtel à Nice qui préparait sa réouverture avec une grande répétition générale. À Marseille, les hôteliers ont été autorisés à créer des terrasses éphémères, même s'ils n'en ont pas en temps habituel pour servir le petit déjeuner notamment. Écoutez ce patron d'hôtel au micro de Yentel Criado qui est ravi de cette initiative. 30 ans qu'on a l'hôtel et c'est la première fois de ma vie qu'on ouvre la terrasse. Ça faisait 4-5 ans que j'avais cette idée en tête, à savoir de faire le test d'une terrasse devant mon établissement, et grâce à un courrier de la mairie reçu la semaine dernière nous disant que les terrasses sont possibles jusqu'au 30 septembre et gratuitement. Je sais que ce galop d'essai va pouvoir me conforter dans mon choix qui est d'en installer une cette fois-ci définitive. Nos clients nous ont pas reproché, mais nous ont bien fait comprendre que manger dans une chambre d'hôtel, un repas, un petit-déj, se laver, regarder la télé sans sortir de l'hôtel à cause d'un couvre-feu, maintenant les gens n'ont qu'une seule idée en tête, c'est pouvoir s'extérioriser, presque reprendre leur souffle, parce que ça leur a manqué pendant toute cette période. Effectivement, ça nous a manqué, les cafés, les restaurants, le farniente aussi d'une certaine façon. Le farniente, c'est pas vraiment le quotidien des restaurateurs depuis donc ce matin, restaurateurs, serveurs. On va retourner à Nice au cours Saléa, au Blast, où Claudia Olivier est donc avec Loïc, qui est le patron de l'établissement. Claudia, évidemment, vous allez lui demander comment il va, parce que la journée a dû être fatigante. Alors oui, donc depuis ce matin, ça court dans tous les sens de ce que nous a dit Loïc. Et depuis 1 heure, la cadence s'est accélérée. Il y a beaucoup de monde qui arrive. Ce sont surtout des gens qui ont terminé de travailler, des étudiants qui ont fini l'école. Donc comme vous l'avez dit, donc je suis avec Loïc. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Alors comment ça se passe depuis ce matin? Alors c'est la course. On a ouvert à 9 h du matin. Depuis 9 h du matin, il y a la queue devant le restaurant. C'est génial, c'est l'effervescence, que les clients sont au top. Voilà, vous ne pouvez pas rêver mieux. J'imagine que vous êtes un peu fatigué quand même. Oui, assez. Assez parce que le rythme il est soutenu, il n'y a pas de baisse de cadence, il y a la queue devant le restaurant, les gens ils attendent et tout le monde joue le jeu, franchement c'est cool, c'est super bon enfant. Une dernière question, j'imagine que les gens ont été plutôt sages, ils ont respecté les protocoles? Oui, des fois il a pas eu des petits rappels à l'ordre parce qu'il y a des personnes qui ne les savaient pas,
Mais bon, dans la finalité, ça se passe super bien. Voilà, les clients, tous au top. Voilà. Et là, vous allez servir jusqu'à quelle heure, par exemple? On sait qu'il y a le couvre-feu ce soir. Alors, on va servir jusqu'à 20h30. À 20h30, on fera la dernière tournée. À 45, messieurs, dames, vous êtes priés de rentrer chez vous et nous aussi. Merci beaucoup Loïc, donc on le voit, ça a été une journée assez compliquée, mais ils sont très contents d'avoir repris aujourd'hui. Donc vous l'avez vu comme sur les images de Marie Justo, il y a beaucoup de monde ici. Mais évidemment, comme l'a dit Loïc, à 20h30, 20h40, tout le monde va devoir rentrer chez lui parce que évidemment le couvre-feu est en vigueur jusqu'à 21h. Il sera en vigueur jusqu'au 9 juin prochain. À ce moment-là, on pourra faire la fête en terrasse le soir. Merci beaucoup Claudia, vous étiez accompagnée de Marie, on va vous libérer, vous allez pouvoir vous installer et consommer pour la première fois depuis plusieurs mois maintenant. Donc profitez bien de cette belle ambiance au Cours Aléa qui est quand même un lieu mythique, le lieu par excellence de la fête à Nice, et ça fait plaisir de le revoir avec bien des terrasses bondées de monde. Nous serons dans quelques instants avec Yvon Grosso qui est le président du MEDEF dans notre région. On fera un bilan avec lui et une forme de soulagement également pour notre économie en général. Mais aujourd'hui, vous le savez, il n'y a pas que les restaurants ni les bars qui ont rouvert. Les centres commerciaux, on ira à Cap 3000, le plus grand centre commercial d'Europe, dans une poignée de minutes. Avant cela, les petits commerces, les commerces indépendants. Manon Mujeka est allée à leur rencontre dans le centre-ville de Marseille. Une problématique, celle des soldes qui vont arriver très vite. Et ça, les commerçants, ils ne sont pas forcément fans d'un dispositif de solde dans à peine un mois. Reportage. C'est le casse-tête de pratiquement toutes les boutiques d'habits et chaussures. Comment écouler les surplus de stock alors que la fermeture des commerces début avril a entraîné un retard dans la vente des collections. 2020, on a fermé mars et avril et on est rouvert le 11 mai. On ne pensait pas que ça allait réitérer encore cette année. Donc on a pris les commandes comme en l'année 2019. C'est-à-dire que cette année, on a énormément de stock. Là. Et la cerise sur le gâteau. D'habitude, il reste 50% de moins. Dans ce contexte particulier, faut-il annuler les soldes qui débutent dans un mois à peine, le 23 juin? Les fédérations de grandes enseignes et centres commerciaux sont favorables au maintien des rabais. Le maintien des dates de soldes d'été permettrait de reconstituer de la trésorerie et ne pas perdre la clientèle située dans les grandes agglomérations du fait du démarrage des grandes vacances scolaires. Le report entraînera un retard de l'entrée en magasin des produits d'entrée de saison de la collection automne-hiver 2022. A l'inverse, la Fédération nationale de l'habillement, qui regroupe les indépendants, milite pour un report de l'ordre de 3 semaines avec un démarrage fixé au 15 juillet. On va travailler seulement 2 mois dans la saison, et si c'est 2 mois où on ne travaille pas à marge pleine avec un prix normal, les entreprises du commerce de l'habillement ne tiendront pas. Face à des intérêts très divergents, la balle est désormais dans le camp du gouvernement. Le ministre Alain Griset a mené des consultations tous azimuts hier, mardi. Une décision est attendue d'ici la fin du mois. Voilà pour les petits commerces qui étaient quand même ravis de rouvrir. Qu'en est-il des grands centres commerciaux? Alors pas de polémique autour de la période des soldes, mais pour ces grands espaces qui font plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés parfois, la question des protocoles est essentielle. Il a fallu rouvrir ce matin en contrôlant de près le nombre de clients présents. C'est le cas de Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var, qui est le plus grand centre commercial d'Europe. Et à l'ouverture, c'est Sébastien Serrano qui était sur place. 3 mois et demi qu'ils étaient dans les starting blocks. Les commerçants du centre Cap 3000 ont retrouvé leur boutique ce matin. Dernière mise en place en vitrine, derniers petits aménagements, tout est prévu pour accueillir des clients impatients eux aussi. Tous attendaient le lever de rideau de 10 heures. C'est un grand bonheur, c'est un plaisir, c'est la vie, c'est une joie de tous se retrouver. Et en plus, en cette journée magnifique, ensoleillée, c'est que du bonheur. Il était temps qu'on réouvre, ça fait quand même 3 mois et demi qu'on était fermé, plus que l'année dernière. Donc il y a une impatience à la fois des commerçants, des restaurateurs et même de nous, la direction du centre. On avait vraiment une envie folle de réouvrir et enfin, c'est arrivé. Mais pour que le plus grand centre commercial d'Europe puisse réouvrir, il a fallu respecter de nombreuses règles. Sens de circulation dans les allées, gel hydroalcoolique et masque à disposition, mais aussi un contrôle de la jauge du public.
Une jauge prévue à plus de 11 000 personnes, calculée en temps réel. L'ensemble des portes du centre commercial, les 12 portes, sont équipées en fait de capteurs, des capteurs, ce qu'on appelle des beacons quant à flot, qui nous permettent en temps réel via une application qui est directement reliée avec le PC sécurité de savoir combien de personnes se trouvent à l'intérieur du centre commercial. Donc on peut vraiment contrôler tout le temps, toute la journée, à combien de personnes on se trouve. C'est une intelligence qui compte les entrées et les sorties. Et donc s'il y a une alerte, on peut fermer les portes du centre commercial et fluidifier aussi les arrivées des personnes à l'intérieur, faire sortir tranquillement les gens et s'assurer que le confort de visite est respecté pour tous. Il faut savoir que la jauge de 11 000 pour Cap 3000, c'est une jauge qui est vraiment, pas très restrictive, puisqu'on a atteint maximum, on a atteint 7 000, 7 500 personnes en présentiel. Si jamais on atteint 11 000, on sera les plus heureux du monde. Les retrouvailles s'annoncent donc sous les meilleurs auspices entre Cap 3000 et ses clients. À noter qu'à compter du 9 juin, la jauge du public autorisé passera à une personne pour 4 mètres carrés au lieu de 8 mètres carrés aujourd'hui. Bonsoir Yvon Grosso. Bonsoir Nicolas Gallu. Merci d'être là, président du MEDEF Sud, donc notre région. Les dernières fois où nous nous sommes parlé, c'était pour évoquer des mauvaises nouvelles, les aides, les dispositifs, les commerces et entreprises qui n'allaient pas si bien que ça. Si tout n'est pas réglé, même loin de là ce soir, ces images, en tout cas pour la plupart, font plaisir. Ah, c'est reprendre le goût à la vie, tout simplement, avec des gens qui font la fête. On a vu les musiciens à Cap 3000, etc., accueillir les clients. Je pense que ça y est, c'est parti. Nous allons pouvoir revivre notre convivialité et notre lien social grâce à cette ouverture des restaurants, des spectacles. Et jusqu'au 30 juin, c'est tout à fait pas complètement ouvert, mais je pense que ça y est, c'est l'amorçage progressif d'une vie normale. Mais vous le disiez, pour l'instant, il y a des jauges, des couvre-feux. On a presque l'impression quand même que pour le moment, ça passe au second plan, qu'on est très heureux déjà de retrouver une part de l'activité. Ce que nous disaient les hôteliers, les professionnels du tourisme, les commerçants, ils avaient des fourmis dans les jambes. Et le fait de retravailler déjà, c'était un bonheur. Et oui, effectivement, parce que travailler... Vous savez, le gouvernement a fait un acte, a très bien géré la crise, comme on disait tout à l'heure, sur le besoin immédiat de trésorerie avec les PGE en aidant des fonds de solidarité. Ça, c'était très bien. Mais toutes les entreprises et tous les entrepreneurs, d'abord, ils veulent travailler. Parce que rester chez eux, toucher des subventions ou des aides qui seront certainement remboursables, on pourra en reparler. Mais si vous voulez, ce n'est pas leur vie. Leur vie, c'est le travail, c'est ce lien social et servir la clientèle. Il y a un élément qui est important aussi dans le discours des commerçants. Après, on parlera des entreprises en général, parce que pas que les commerçants qui ont rouvert aujourd'hui. C'est la notion qu'il ne faut plus reconnaître de confinement. Dernière fois qu'on se déconfine, en fait. Ça, c'est important aussi pour le tissu économique. Oui, on espère. Donc, déjà, c'est la dernière fois. On espère qu'il n'y aura pas un 4e confinement. Mais cette perfusion encore qu'ont certains, c'est les secteurs les plus touchés, je pense qu'ils veulent s'émanciper de ça, ils veulent revivre. Et je pense qu'il va y avoir, c'est juste à l'arrivée de l'été, il y a juste le problème des étrangers aussi, si on peut régler ce problème de passe sanitaire pour accueillir l'étranger. Mais en tout cas, les Français sont aujourd'hui prêts à bouger et à dépenser les économies qu'ils ont pu faire pendant ce confinement. Alors le tourisme, c'est évidemment la première manne financière de notre région. C'est en milliards le chiffre d'affaires réalisé par le tourisme. Tout à fait. Le pass sanitaire, vous êtes pour ou contre ? Oui, je pense qu'il faut donner la possibilité de montrer que nous sommes vaccinés. Il y en a certains qui ne veulent pas se vacciner, ça c'est leur droit. Par contre, montrer qu'on est vacciné, c'est faire preuve de responsabilité. De responsabilité, de dire que moi je suis responsable de vous aussi, des autres, pas que de moi, mais des autres. Donc c'est une preuve de responsabilité que de montrer qu'on a suivi ce traitement de vaccination parce qu'on ne veut plus de ce sacré virus. Donc je pense que quand vous partez à l'étranger, on vous demande d'être vacciné contre la fièvre jaune, etc. Vous ne dites rien, vous y allez. Dans ce pays, on vous impose un vaccin. Pourquoi en France, pour nous, pour faire partir l'économie, on ne mettrait pas ce code de vaccin qui est tout simple. Moi, je me suis fait vacciner hier, mon 2e vaccin, et j'ai sur mon application,
Le QR code, et vous pouvez montrer patte blanche, entre guillemets, partout. Et puis, rien ne dit d'ailleurs que ce pass sanitaire sera éternel, hein, parce qu'on sera peut-être un jour débarrassé définitivement de ce satané virus, comme vous dites. Une question sur les vaccinations prioritaires. Alors, dans notre région, on est plutôt bien lotis. On est à 1 500 000 premières vaccinations réalisées. On est à presque 800 000 doubles vaccinations. Est-ce que vous souhaitez que pour l'été, certaines professions aient un accès prioritaire? L'hôtellerie, la restauration, le tourisme, les éducateurs dans les centres aérés, par exemple, quand il va falloir accueillir les enfants? Je crois qu'il faut, ceux qui sont chargés d'accueil et d'être en contact avec beaucoup de monde, je pense qu'il faut qu'ils soient bien sûr prioritaires. Mais aujourd'hui, vous savez, hier j'ai été vacciné, il y avait de la place. Il y a beaucoup de centres qui ont des vaccins. Différents types de vaccins, mais ils ont de la place et il y a les vaccins. Les vaccins sont enfin arrivés, donc il manque uniquement les personnes pour se faire vacciner. Les prioritaires, les jeunes, etc., je pense qu'ils doivent y aller. Ceux qui sont exposés les plus, bien sûr, s'il y a pénurie de vaccins, s'il y a tension sur les vaccins, il faudra remettre une catégorie de personnes plus exposées en priorité. Mais aujourd'hui, il y a de la place pour tout. Moi, je vois qu'hier, dans le centre où j'étais, à Toulon, il y avait des vaccins. Et il y avait suffisamment de... Il n'y a plus de pénurie de... Après 15h30, Monsieur Gallu, après 15h30, vous allez au centre vaccin à Toulon, eh bien vous n'avez pas besoin de rendez-vous. On vous vaccine. Donc pour vous dire qu'il y a de la place, il y a des vaccins. Et je vous signale d'ailleurs que des nocturnes sont même organisées. Il y en aura une demain sur le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur. La semaine passée, c'était du côté de Coudoux en Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Donc effectivement, des créneaux, il y en a. Et vous pouvez avoir accès à la vaccination dès lors que vous avez 18 ans, même si vous n'avez pas de comorbidité. C'est toujours bien de le rappeler. Oui. Du côté des moins bonnes nouvelles, parce qu'il va falloir aussi faire le constat. Voilà plus d'1 an que l'économie est durement frappée. Quel constat faites-vous, Yvon Grosso, dans notre région? Est-ce que la casse est importante? Alors, c'est surprenant, il n'y a pas eu de casse déjà en 2020, il y a eu moins de faillites qu'en 2019. Pourquoi? Parce que l'économie était sous perfusion. Ok, jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est l'arrêt de la perfusion. C'est là, voilà, l'arrêt de la perfusion, la progressivité de l'arrêt de la progression, puisque en fin juin, pour les centers, ça peut aller jusqu'au mois d'août, mais certes, les secteurs non classés à risque seront, eux, déperfusés au mois de juin. C'est court, juillet. C'est dans 10 jours. C'est dans quelques jours, à fin juin, on va dire, fin juin. Donc, à fin juin, donc il y a encore un mois. Après, bon, au cas par cas, il y aura encore des accompagnements. Mais ça, Yvon Grosso, est-ce que ça ne doit pas changer? Est-ce que là, le gouvernement ne doit pas prendre une mesure rapide? On a entendu le cri d'alarme sur ce plateau il y a quelques jours des restaurateurs qui sont sous la protection du tribunal de commerce et qui verront leur sort réglé en novembre-décembre. Est-ce que là, il n'y a pas urgence à officialiser l'étalement du PGE, par exemple, et le maintien des aides au moins quelques mois? Alors, j'allais venir. En fait, il y a la possibilité pour certains secteurs de prolonger le PGE. Vous savez qu'on peut maintenant l'étaler sur 4-5 ans, donc vous n'avez plus à rembourser immédiatement. On parle aussi d'aides prolongées pour certains secteurs d'activité. Donc je pense que l'accompagnement du gouvernement accompagne bien l'économie. Il faut le reconnaître. Et même la région a bien appuyé l'économie. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a tous les outils qu'il faut pour passer après. Sur le premier trimestre, on a eu un très bon rebond. Donc un très bon rebond d'activité. Il n'y a pas de signes de grosses faillites qui vont arriver. C'est pas vrai. Il y aura des faillites, comme il y a eu en 2019, comme en 2018, des entreprises fragiles qui devront bien sûr se faire accompagner par le tribunal de commerce, mais celles qui étaient bien et qui sentent que la reprise nécessite beaucoup plus de trésorerie que prévu et qu'ils pourraient en avoir, il y a effectivement, vous le dites bien, M. Calus, c'est-à-dire aller voir le tribunal de commerce, vous mettre sous protection pendant une période d'1 an ou 2 ans. Ça, c'est encore un outil possible. Donc je pense qu'aujourd'hui, tous les outils sont autour des entreprises et des entrepreneurs pour pouvoir passer cette période de redémarrage, d'amorçage, et de manière à avoir une année 2022 normale. Admettons qu'à la fin de l'été, on soit débarrassé du virus, entre guillemets, c'est-à-dire couverture vaccinale suffisante, que le virus est quasiment disparu. Vous estimez à combien de temps les stigmates de cette crise? Certains acteurs économiques disent plusieurs années, 4, 5 ans. On verra encore les résidus de cette crise. Je suis d'accord avec vous, parce que l'économie s'est arrêtée au niveau mondial de manière
mais brut. C'est quasiment inédit, comme un crack. Inédit. C'est un crack, mais alors c'est inédit puisque tout s'est arrêté. Tous les pays, c'est pas que quelques pays, c'est tout le monde entier. Donc on a pénurie de matières premières, on a pénurie de microprocesseurs. Donc pour relancer la machine, il va falloir un certain temps. Je suis d'accord avec vous, on va manquer. Et puis il va y avoir une certaine inflation qui va durer, qui va être éphémère, mais elle va malheureusement se manifester. Et donc pour revenir à une économie plus stable, il faut attendre 2022, deuxième semestre 2022. Pas avant. Pas avant. Oui, effectivement, il va falloir être patient, mais... Soyez patients, les chefs d'entreprise, tenez bon, l'économie est là. Faites encore le dos rond, ils savent, un chef d'entreprise sait s'adapter à toutes les situations. Là, il a l'opportunité de repartir. Repartez, embauchez, faites confiance à la reprise, embauchez, parce qu'il faut embaucher aussi le personnel. Parce que ne pas embaucher, c'est se priver des compétences du futur. Donc prenez, il y a des aides aussi pour embaucher, tous les dispositifs sont là pour vous aider à redémarrer. Une question très spécifique sur les boîtes de nuit. C'est quand même un secteur important. J'y vais plus maintenant. Non, mais en tout cas, c'est pourvoyeur d'emploi. Il y a plus de 200 établissements en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Aujourd'hui, c'est l'un des angles morts. Il n'y en a pas beaucoup dans ces établissements qui ne peuvent pas rouvrir. On aura un gros dossier là-dessus vendredi dans cette émission. Mais quelle est votre position là-dessus? Est-ce qu'il faut rouvrir? Parce que les protocoles sont quand même applicables aussi pour les boîtes de nuit qui souvent sont elles-mêmes équipées de filtration d'air depuis des années. C'est vrai, il y en a qui ont investi dans... On a du mal à s'expliquer pourquoi eux ne peuvent pas rouvrir. Alors il y a beaucoup de choses contradictoires. Pourquoi on ne peut pas réouvrir? Pourquoi on est obligé d'être à 6 dans à table, etc. Pourquoi on est obligé d'appliquer certaines règles, et c'est vrai que c'est contradictoire. Alors pour les boîtes de nuit, je pense que c'est le 9, je crois que c'est le 9 juin qu'ils pourront réouvrir. 1er juillet. 1er juillet. C'est une date qui est évoquée, c'est pas encore tranché. Jean Castex doit faire une consultation 1er juin avec les professionnels pour décider. Alors là, c'est vrai que c'est confiné, mais avec un système d'aération, ils peuvent effectivement brasser l'air et renouveler l'air. Cet aspect sanitaire, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments contradictoires entre ce qu'on nous dit de faire et ce qui est la réalité des choses. Ça, je suis d'accord avec vous. Et vous appelez donc à ce qu'il y ait une réflexion rapide sur la question et qu'on trouve une solution, parce que c'est un élément important, encore une fois, de l'identité de la Côte d'Azur. Pour moi, tout devrait ouvrir là, aujourd'hui, le 16. On aurait dû tout ouvrir. Mais vous savez, la prudence, la précaution en France est le principe de précaution parfois est très exagéré et parfois contradictoire. Donc ils ont mis en place une ouverture progressive. Il faut être patient. Soyons patients et à partir du 1er juillet, on pourra faire la fête partout. Voilà, et pour terminer, parlons de la suite du programme. C'est un déconfinement en plusieurs étapes. Vous avez rappelé les dates. On va pouvoir retrouver a priori une jauge normale durant l'été. Donc le calendrier... La tactique employée par le gouvernement, finalement, n'est pas si mauvaise, puisqu'on a limité la casse économique, en tout cas pour notre région, et on est quand même précautionneux pour ne pas faire n'importe quoi. Oui, il fallait conjuguer l'aspect sanitaire et l'aspect économique. Je pense que ça a été fait. Je pense qu'ouvrir tout en même temps aurait été possible. Franchement, pourquoi attendre progressivement les boîtes de nuit, etc. Pour attendre jusqu'au 30 juin. On aurait pu faire carrément, à partir du 15 juin, ouvrir tout le monde. C'est la méthode du gouvernement qui est escalée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'activité économique repart. On en est ravis. Et je pense que le plan de relance aussi, je suis ravi que ce plan de relance aussi permette aussi de maintenir les entreprises ici en région PACA, parce que certaines allaient partir au Maroc pour développer leur R&D, etc. Le plan de réindustrialisation marche. Il y a plus de 26 entreprises qui devaient partir, elles sont maintenues grâce à ce plan de réindustrialisation. Le plan de relance, c'est 1 milliard d'euros, c'est 280 projets, et notamment dans le BTP. Donc là, ça repart, et on est bien content de voir que ces signaux sont très On avait déjà évoqué ce plan de relance d'1 milliard, mais du coup, puisque vous me tendez la perche, et ce sera véritablement la dernière question de cet entretien, est-ce que du coup, ça a changé l'approche de l'activité économique des entreprises aussi dans notre région? Vous parliez de relocalisation, en tout cas de délocalisation qui n'auront pas lieu. Est-ce que les chefs d'entreprise pensent différemment leur business, du coup?
Oui, parce que d'abord, il y a une aide, une volonté de l'État et de la région, de la sphère publique de maintenir les entreprises ici, parce qu'on a eu la preuve que aller se délocaliser, parfois, ça nous coûtait plus cher, puisque vous avez vu dans la crise sanitaire, on avait, je ne parle pas de souveraineté, parce que la souveraineté, c'est encore autre chose. Mais par contre, dire qu'on garde nos industries dans la région, c'est de l'emploi, c'est de l'économie, c'est la création de richesses fiscales, sociales. Et je pense que ce plan-là, cet argent-là, c'est du vrai investissement. Ce n'est pas de l'investissement pour embaucher et pour payer le fonctionnement des structures de la sphère publique, c'est pour aider l'économie. Et c'est du bon investissement. Et je salue d'ailleurs ces initiatives. Merci beaucoup, Yvon Grosso. Il est 18h30, vous avez le temps d'aller en terrasse pour boire un petit café avant de rentrer. Enfin, un café à cette heure-ci, peut-être pas, mais en tout cas. L'apéro. L'apéritif, tout à fait, avec modération, bien évidemment. Parce que vous avez jusqu'à 21h, on le rappelle, 20h45, le temps de rentrer chez vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous présidez le MEDEF en région Sud. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ce grand direct. Et si nous nous sommes intéressés à la reprise économique des restaurateurs, des commerces, des entreprises dans notre région, en ce 19 mai, il y avait aussi la reprise de la vie sociale, culturelle, si chère à notre région. Vous le voyez, les casinos, par exemple, ont rouvert leurs portes, les cinémas. Bien sûr, nous irons faire un point programmation, les sorties qui vous attendent cet été avec Valentin Rodriguez. Les habitués, Casino de Cassis à 8h, il y avait la queue pour l'ouverture des machines à sous. Reportage à suivre. Et puis nous irons au musée, également le Mamac à Nice, musée d'art moderne, qui a repris vie, bien évidemment. Et puis nous devrions être en duplex également avec Christian Taormina, qui est le président du Istres Handball. Le Istres Handball qui joue en ce moment un match avec domicile avec du public. C'est le retour des spectateurs dans les publics, dans les stades et dans les arènes sportives. Donc un beau petit programme qui nous attend pour la deuxième partie de ce grand direct. Pour débuter, on va se faire une toile, mon cher Yvon. On va partir au cinéma parce que ça faisait là aussi 7 mois qu'on ne pouvait plus regarder de films. Et bien les studios, les productions ont concocté un petit programme très alléchant pour l'été. C'est Valentin Rodriguez qui s'est intéressé à la question du côté de Marseille. Salle 7, deuxième en face de vous sur votre gauche. Merci à vous, bon film. Merci. 200 jours que ce cinéma n'avait plus vu de clients. Ce mercredi, les Trois Palmes à Marseille a ouvert ses portes avec un protocole sanitaire. Pour cette réouverture, 14 films sont au programme, dont 6 anciens qui sont sortis juste avant le deuxième confinement, fin octobre dernier. Pour l'instant, il va y avoir peu de films à l'affiche, peu de nouveaux, parce que d'abord l'obligation morale, on va dire, et intellectuelle, c'est de récupérer les films qui n'ont pas eu de vie, puisqu'il y a eu cet arrêt brutal au 30 octobre. Donc on reprend Adieu les cons, il y a Poli, il y a 30 jours, il y a ADN. Donc tous les films français qui étaient présents, il faut les reprendre à l'affiche pour qu'ils aient vraiment une rencontre avec le public. Puis après, on va monter en puissance. Une programmation qui va évoluer dans les prochaines semaines. Pour les 2 à 3 premiers mois, on va avoir une programmation exceptionnelle. Exceptionnel pourquoi? Parce que vous allez avoir, comme chaque été, sauf l'année dernière, des blockbusters américains. Faut-il rappeler que ça y est, les cinémas ont ouvert aux États-Unis, donc on va avoir les films américains, fini les films sur les plateformes. Vous allez avoir les films français, les comédies françaises, tant entendu, comme Camelot, comme Eiffel, comme OSS 117. Et vous allez avoir une troisième, on va dire, vision de film, c'est que le Festival de Cannes est au mois de juillet, 6 juillet. Et que donc il y aura tous les films de Cannes, ou certains films de Cannes, puisque la tradition de Cannes, c'est soit de sortir directement pendant Cannes, soit de sortir octobre-novembre. Pour ce premier jour, ils étaient nombreux à se précipiter vers les 11 salles de ce cinéma marseillais. Le film que je devais voir juste avant le confinement, Adieu les cons, j'ai pu voir ADN, mais j'ai pas vu Adieu les cons, donc je vais le voir. On va voir Tom et Jerry, on attendait la réouverture avec impatience. Et ma petite fille est super contente. J'attendais le film Demon Slayer depuis longtemps. Je suis fan de manga en tout genre. Il devait sortir avant, il est sorti qu'aujourd'hui, donc ça me fait plaisir d'aller le voir. J'ai eu le temps, aujourd'hui j'ai ma journée, donc je prends un peu le temps pour ça. Alors on vient voir les Trolls aujourd'hui.
pour Ron parce qu'il a 3 ans et du coup c'est un bébé Covid, donc il a jamais pu aller au cinéma et c'est sa première fois aujourd'hui. Donc on a choisi les Trolls. T'es content d'aller au cinéma? Oui. Oui, c'est sa première fois, voilà, on va voir, on verra après le film. Avec le nouveau couvre-feu à 21 h, prévu jusqu'au 9 juin prochain, les séances sont programmées jusqu'à 19 h. Voilà, il y a affluence exceptionnelle dans les cinémas de notre région dès 8 h ce matin pour les leftos. Ça fait plaisir aussi de retrouver l'ambiance des salles de cinéma où on peut aller en famille, donc jusqu'à 6, avec un espacement de 2 sièges évidemment entre chaque groupe. Autre réouverture, celle des casinos dans notre région. Alors c'est un sujet paraît anecdotique, mais vous allez voir, les habitués étaient au rendez-vous à 8 h du matin du côté du casino en plein air de La Ciotat, où s'est rendu bien évidemment Yentel Criado. Applaudissements et aide d'honneur, voilà l'accueil auquel ont eu droit les clients du casino plein air de La Ciotat pour cette réouverture. Les habitués étaient au rendez-vous, impatients de retrouver leur machine à sous, mais aussi l'ambiance festive et familiale des lieux. Ah, t'as pas perdu de temps? Ah ben non, ah, c'est magnifique, mais ça me fait plaisir, je m'attendais pas. Exprès pour la réouverture, mais sans blague. Je suis venu exprès pour la réouverture pour une petite heure, après je pars travailler, mais il fallait marquer le coup pour la réouverture du plein air. C'est une renaissance, ça fait du bien, on revoit un petit peu les gens qu'on aime, on passe du bon moment, on passe vraiment de bonnes soirées ici, de bonnes journées. Et ça fait un bien fou quoi, de reprendre une vie normale. Enfin, un grand air. C'est de revoir un petit peu tout le monde, de voir les animateurs, l'animateur, tout un ensemble, tout le personnel, l'ambiance. Pour faire face au couvre-feu à 21 h, les horaires du casino sont modifiés. Ouverture des portes à 8 h au lieu de 10 h et les clients ont donc dû mettre leur réveil un peu plus tôt. Si ça avait été 6 h, je serais venue aussi. J'étais réveillée déjà depuis 6 h pour me préparer. Pour fêter cette réouverture, le petit déjeuner est offert. Après 200 jours de portes closes, c'est un soulagement pour les clients, mais aussi pour le responsable des lieux qui a maintenu durant tout ce temps le lien avec la clientèle. J'ai reçu beaucoup d'appels. J'ai passé beaucoup de temps au téléphone avec notre clientèle, avec nos clients qui étaient en demande. Ils nous demandaient à chaque fois, mais quand est-ce qu'on peut revenir? Quand est-ce qu'on peut revenir retrouver notre machine, retrouver notre casino? Et extrêmement content de voir que les gens sont au rendez-vous. Le casino rouvre aujourd'hui avec une jauge à 35% de sa capacité d'accueil. Pour l'heure, seules les machines à sous et les jeux électroniques sont mis à la disposition des clients. Dès le 9 juin prochain, les jeux traditionnels seront à leur tour disponibles. Nice, maintenant, prenons la direction de Nice pour un gros plan sur cette belle initiative prise par la Maison de l'étudiant, la ville de Nice, également une terrasse qui est à disposition des étudiants ce soir, terrasse où la collation, les boissons sont offertes avec une ambiance musicale, vous le voyez sur ces images d'Alexis Ricard qui datent de quelques minutes seulement. Nous rejoignons donc Rémi Bruni de l'association de la FACE 06, la Fédération des associations et des confédérations étudiantes. Vous prendrez votre mandat de président à la fin du mois de juin. Vous succéderez à Amaury Baudou. Merci d'être avec nous en direct. C'est une bien belle initiative que vous prenez ce soir finalement d'offrir une terrasse gratuite aux étudiants, eux qui ont tant souffert durant la crise. Tout à fait. C'est vrai que je pense que les étudiants se sont sentis très seuls durant ces derniers mois. Et ce soir, c'est un petit peu l'occasion finalement de se retrouver dans une ambiance musicale que vous pouvez voir derrière moi. Je pense que tout le monde est très content finalement de pouvoir venir à la maison de l'étudiant, la maison des étudiants à Nice finalement. Et c'est vraiment un moment qui est important pour nous. C'est une introduction entre guillemets au retour à la vie normale et je pense que c'est primordial qu'on le fasse ensemble. Vous attendez du monde ? Oui, on attend environ 70 personnes ce soir à la maison de l'étudiant. Il faut respecter les protocoles, évidemment, on l'a rappelé tout au long de l'émission, la distanciation sociale, etc., etc. Quel constat faites-vous au niveau du moral des étudiants? Ceux que nous avons croisés dans les rues de Nice, de Marseille, de Toulon étaient soulagés aujourd'hui de pouvoir ressortir, de pouvoir revoir du monde autre part que dans les chambres universitaires. Ça paraît anecdotique, mais ça va leur faire un bien fou. On sait que la détresse psychologique a été très importante chez les étudiants. Tout à fait, je pense que là en plus ça vient
un petit peu cette réouverture finalement des terrasses à la fin de la plupart des périodes d'examen. Donc c'est vrai que ça fait un double effet de délivrance et je pense que c'est vraiment ce que beaucoup d'étudiants attendaient, cette fin des examens, cette réouverture des terrasses pour retrouver un petit peu du monde, reparler un petit peu de toute cette période. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'étudiants avaient besoin et ça vient en effet à point nommé pour nous délivrer un petit peu. Parlez-nous un petit peu des actions que la FACE a menées durant toute la période de la crise. Donc, c'est une fédération à dimension départementale. Vous avez vous avez alimenté votre épicerie solidaire, qui a été la première de France il y a quelques années. Vous avez organisé des collectes aussi, des séances de psychologie aussi avec les étudiants qui en avaient besoin. Vous n'avez pas chômé? Non, en effet. Au-delà de ça, on a quand même aussi ouvert le premier restaurant solidaire étudiant, fait par des étudiants et pour des étudiants de France, qui a ouvert ses portes aux 9 rues d'Alsace-Lorraine, dans nos locaux, auxquels on distribue 2 fois par semaine 50 repas, les mardis et les jeudis soirs, jusqu'à début juin. Et on fait également des distributions alimentaires dans toutes les résidences Crous des Alpes-Maritimes. Donc ça correspond à environ 11 résidences. Et jusqu'à présent, on a délivré quasiment 2500 repas, paniers repas, à tous les étudiants des Alpes-Maritimes. Ouais, c'est une initiative que vous allez prolonger, j'imagine, durant l'été, parce que c'est un petit peu comme les aides pour les commerçants. Il va falloir accompagner aussi les étudiants durant l'été et pas tout arrêter d'un coup. En effet, on va se focaliser surtout sur la fin des périodes d'examen, parce qu'après, la plupart des étudiants ne sont plus forcément ici. On réattaquera dès la rentrée, avec évidemment la réouverture, on l'espère, des restaurants en intérieur et l'intensification du restaurant solidaire qu'on a ouvert il y a environ un mois. Avant de vous libérer, un mot du programme. Donc, du coup, de la soirée, vous attendez 70 convives. Évidemment, vous allez respecter le couvre-feu. Il va se passer quoi? C'est un moment de convivialité avec des échanges et puis un retour un peu à la vie. C'est ça. Écoutez, je pense que le maître mot de cette soirée, ça va être un petit peu de profiter de l'ambiance, de voir du monde, de discuter un petit peu les uns avec les autres, de parler finalement de cette fin d'examen qu'on partage pour la plupart et de passer surtout un bon moment et de fêter la réouverture des terrasses. J'en profite, puisque je vous tiens, la maison de l'étudiant, vous pouvez rappeler sa fonction, parce que pour tous les étudiants niçois, c'est un point central. En effet, déjà, c'est une résidence universitaire, mais au-delà de ça, c'est une salle qui permet d'accueillir de nombreux événements qui sont organisés par les associations étudiantes en général. Nous, la FACE 06, on organise très régulièrement des événements ici à la maison de l'étudiant, qui sont ouverts donc à tous les événements niçois, comme vous venez de le dire. Merci beaucoup en tout cas Rémi Bruni, futur président de la FACE 06 dans les Alpes-Maritimes. On rappelle que cette soirée de la maison de l'étudiant qui ouvre sa terrasse a démarré à 18h. Les étudiants arrivent progressivement. On voulait vous faire ce clin d'œil aussi et le faire aux étudiants qui ont beaucoup souffert durant la crise. Merci à vous. Merci à Alexis Ricard également qui était à vos côtés. Merci beaucoup. On va normalement dans quelques instants prendre la direction d'Istres. On attend que les joueurs d'Istres vivent leur mi-temps pour rejoindre le président du club, puisqu'il y a du public à Istres ce soir. C'est aussi l'une des nouveautés de cette journée, le retour du public dans les stades. On ira au Parc Phénix également. Les familles sur la Côte d'Azur avaient choisi de se retrouver dans ces 7 hectares de verdure en plein cœur de Nice. Mais d'abord, je vais vous emmener au Mamac. Enfin, plus précisément, Alexis Ricard va vous emmener au Mamac, le musée d'art moderne et d'art contemporain de la capitale azuréenne, qui a accueilli du public. Alors à la mi-journée, il n'y avait pas encore beaucoup de monde, mais en tout cas, tout le monde était prêt. Nous nous trouvons au musée d'art contemporain de Nice, le Mamac. Un musée qui a pu rouvrir ses portes ce matin, déconfinement oblige. Les visiteurs ont pu arpenter les différentes salles et les différents étages pour découvrir des expositions, notamment des expositions éphémères. Nous sommes avec Hélène Guénin, qui est la directrice du Mamac. Dites-nous, il a fallu adapter notamment les jauges en termes de sécurité sanitaire. Exactement. Notre première priorité dans cette réouverture, c'est d'assurer la sécurité des visiteurs. On a aujourd'hui une jauge qui est limitée et on offre à nos visiteurs bien au-delà des 8 mètres carrés recommandés par les autorités sanitaires, puisqu'on a un chiffre de 200 visiteurs au même moment dans le bâtiment, qui fait qu'on a au moins 20 mètres carrés par personne. Plus bien sûr le masque, le gel hydroalcoolique,
le parcours à sens unique. Donc on fait évidemment tout pour que les gens soient accueillis dans les conditions les plus sécures possibles et qu'ils puissent profiter des expositions. Alors justement, pendant ce confinement, certaines œuvres ont dû repartir, d'autres, heureusement, ont pu intégrer le MAMAC. Exactement, cette exposition, les Amazones du Pop, qui est une exposition événement, a dû fermer ses portes quelques jours seulement après son ouverture. Nous avons travaillé avec les 100 prêteurs de l'exposition pour la maintenir jusqu'au 29 août. Certaines pièces ont dû rejoindre leur musée ou collection initiale, mais on a eu la chance de pouvoir faire venir des œuvres nouvelles, donc des surprises nouvelles, pour les visiteurs, comme cette rétrovision d'Evelyne Axel de 1964. Merci à vous. Le MAMAC qui n'avait pas pu accueillir de public depuis le 30 octobre dernier, à la manière des théâtres et autres cinémas, les musées ont donc pu rouvrir, déconfinement oblige. Voilà, Alexis Ricard au MAMAC, les théâtres aussi. On vous rappelle qu'hier, Ella Perrier, la secrétaire générale du Théâtre National de Nice, nous annonçait la réouverture, enfin nous confirmait la réouverture. Dans un quart d'heure, représentation donc sur la scène du Théâtre National de Nice. Et puis le sport lui aussi qui va retrouver un semblant de vie normale avec du public dans les tribunes. On prend la direction d'Istres où Luca Licata Caruso est en compagnie du président du club de handball, Christian Taormina. Bonsoir, merci d'être avec nous. On voit derrière vous, il y a du monde, ça y est, du monde dans les tribunes. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que vous menez en plus à la mi-temps 16-10. Oui, on a un objectif, nous maintenant, on attaque notre nouveau championnat, celui qui nous correspond le mieux. On a 8 matchs à faire, dont 2 cruciaux. Et ça tombe bien que le premier d'entre eux tombe le jour de la réouverture. Bon, le public, c'est compliqué à jouer avec ces jauges, c'est un peu compliqué, mais on a réussi à mobiliser du monde. On a réussi aussi à mettre un peu des événements un peu spéciaux pour mettre tout de suite les joueurs dans des conditions de compétition ultime. Et je pense que l'ensemble, la libération, elle est double pour nous aujourd'hui, pour l'instant. Une, je suis certain, c'est le plaisir de retrouver tous les supporters, tous les partenaires avec nous. Et la deuxième, c'est... On va croiser les doigts. Pour l'instant, ce +6 à la marque. Moi, j'ai des joueurs qui sont hyper motivés. On joue notre saison sur ces 2 matchs, et sur celui de ce soir et celui de Tremblay dimanche. Voilà. Donc, oui, une très grosse satisfaction de revoir enfin des gens dans les tribunes, oui, c'est sûr. Alors, on rappelle que vous évoluez parmi l'élite, donc la Lidl Star League, avec des clubs comme Paris, Montpellier, Aix aussi dans notre région. Vous êtes actuellement 15e, donc vous jouez votre maintien. Et donc, du coup, l'apport du public, même si la jauge est limitée à 35%, vous nous direz combien ça fait également. C'est indéniable, enfin, c'est un vrai plus. Ah non, mais c'est un crève-cœur. Moi, j'ai assisté en tant que président au dernier match. C'est épouvantable. C'était plus du sport. Là, vraiment, on a cette communion, on l'a retrouvée. Le 8e homme, il est là. Et même si c'est que quelques centaines de personnes, c'est des gens qui ne sont pas venus pour passer un moment. Ils sont venus pour nous soutenir. Ils sont vraiment venus pour essayer de sauver le handball istréen, qui est un très grand club et qui fête ses 50 ans quand même. Et oui, effectivement, qui a évolué depuis de nombreuses années dans l'élite du handball français, donc quasiment du handball mondial. Mais nous, on a eu 6 chevilles, du Covid, on a la malchance. La chance, c'est une donnée dans la victoire, mais bon, on ne va pas se plaindre, tout le monde a eu son lot de chance ou de malchance. Mais effectivement, ce soir, on est relégable pour la première journée dans tout le championnat. J'espère que ce soir, on va repasser le Rubicon, on va redevenir... une équipe qui se maintient normalement. Mais bon, on a encore 7 matchs derrière nous. Et il faut le gagner, celui-ci. Pas avec les moindres. Il faut le gagner celui-ci parce que Créteil est juste devant, un petit point devant vous. Le classement, c'est Créteil 13e, Ivry 14e et Istres 15e. Tout ça, ça se tient en un point. Donc vous pouvez vite rebasculer du bon côté du Rubicon, comme vous dites. Un petit mot sur l'économie, Président, quand même. Parce qu'évidemment, on retrouve le public, les enjeux sportifs. Mais ça vous a impacté pour les partenaires, la billetterie. Le handball, c'est pas un sport comme le foot où on distribue les millions. Donc comment vous avez géré ça ? Je vous dirais, comme on dit nos comptables, un bon père de famille, mais parce qu'il a fallu serrer les boulons.
Mais bon, l'État nous aide quand même. On a quand même été, comme tout le monde, un petit peu aidé pour nous permettre de pouvoir, dans une espèce de deal, on finit le championnat. On ne va pas ressortir grandi financièrement, mais ce n'est pas le but. Le but, c'était de tenir. Maintenant, et là, j'en appelle à tous les futurs partenaires. C'est sûr que pour nous, l'enjeu maintenant, ça va être de reconquérir nos partenaires qui ont été malmenés pendant le Covid, qui n'ont peut-être pas envie de tout de suite repartir avec nous. Il va falloir qu'on change de braquet parce que je suis venu, moi, avec un gros projet qui serait celui d'un top 8 dans 3 ans. Et donc, pour ça, il va falloir qu'on ait un maximum de partenaires qui nous soutiennent. Vous parliez de Paris Saint-Germain, vous parliez de Nantes, de Nîmes, d'Aix. Bon, les 8 premiers, ils sont quasiment intouchables, mais nous, on veut aller se frotter à eux et on veut construire à Istres ce que ce club mérite, c'est-à-dire une place dans l'élite mondiale. Ouais, dans l'élite française, pardon, mais... Oui, non, mais mondial, pourquoi pas, après tout. Il y aura l'Europe avant l'étape européenne. Oui. On est une vraie région de hand, hein, parce qu'on a parlé d'Aix, il y a Saint-Raphaël aussi, il y a Istres, des clubs bien ancrés avec des vrais projets. Vos joueurs, que vous ont-ils dit avant le match? Est-ce qu'il y avait un petit stress aussi de retrouver le public? Pas stress, mais appréhension en tout cas. Non, je suis allé les voir hier. Je les ai tous réunis. Je suis allé les voir parce que je voulais leur expliquer qu'après la défaite qu'on venait de subir, on était tous, mais alors, surconfiants en eux, tous derrière eux. Ils n'avaient ni la mine rabattue, ni la peur de quoi que ce soit. Ils n'avaient qu'une seule envie, c'est d'en découdre le plus vite possible. Et même certains qui étaient physiquement incertains sont venus demander à jouer parce que l'arène, elle est là. C'est une vraie arène, ce sont des gladiateurs. Et la seule motivation qu'ils ont aujourd'hui, d'ailleurs ça se voit à chaque fois qu'on arrive à scorer, c'est à chaque petit but de repousser les limites et de repousser notre équipe là où elle mérite d'être. Là où elle a été pendant tout le championnat, hein, très au-dessus de cette ligne-là. Vous avez 7 finales donc à jouer, certaines se joueront avec le public. Que vous ont dit les spectateurs? Comment vous les avez sentis avant le match? J'étais à l'entrée parce que j'ai voulu filtrer un peu justement pour prendre un peu le pouls. J'avais l'impression de retrouver des amis que je n'avais pas vus depuis longtemps. Et ils étaient vraiment tous très très heureux de revenir parce qu'ici c'est une communion. Istres, ce n'est pas une très grande ville. Istres, c'est une ville de sport. Le handball est le premier sport de la ville. Et donc l'ensemble des spectateurs qui sont ici ce soir sont des gens qui vivent avec cette équipe et qui l'aiment profondément. Donc j'avais vraiment l'impression de retrouver mes amis, c'est ça, le sentiment que j'ai eu. On va vous libérer dans quelques instants parce que la deuxième mi-temps va bientôt démarrer. Mais une question sur la fin du championnat, sur le calendrier. Du coup, vous allez ouvrir les terrasses, non, les gradins jusqu'à la fin. Désormais, toutes les rencontres qui vont se jouer à Istres auront au moins 35% de la jauge. Et rappelez-nous le nombre de spectateurs que vous pouvez accueillir en temps normal à Istres. En principe, on est à 1500. Donc là, on est sur quelques centaines. Bon, on arrive à 2000, mais on joue sur quelques centaines. C'est pas des stades de foot. Voilà, c'est ça. Pour un club comme le vôtre, la billetterie, habituellement, c'est combien du chiffre d'affaires, du budget? Non, c'est pas le plus important. C'est pas peut-être que des grands clubs vous diront qu'ils vivent sur leur billetterie, ce que je crois pas. Vous savez, le prix d'entrée d'un match de handball, ça tourne autour de 5 €. C'est pas quelque chose qui représente les moyens dont on a besoin aujourd'hui pour pouvoir évoluer au niveau où on est. Voilà, c'est très fluctuant. Quand les matchs ne sont pas des matchs véritablement en jeu, eh ben on arrive à faire 500 personnes. Donc vous voyez, faites le calcul, vous voyez à peu près ce que ça représente. Mais c'est pas là aujourd'hui, par exemple, personne n'a payé
parce que le plaisir pour nous, c'était simplement de remplir jusqu'à la jauge. Merci beaucoup, Président. Merci d'avoir accepté cette invitation. Évidemment, on souhaite la victoire. Vous avez 6 buts d'avance sur Créteil, concurrent direct. Petit matelas, mais il va falloir le conserver. Ça va vite parfois dans le handball. Voilà, 30 minutes, vos hommes ont 30 minutes pour tenir ce résultat. Merci beaucoup. Merci également à Lucas Caruso qui était à vos côtés pour ce duplex. Merci. Voilà le sport, la Coupe de France, la finale ce soir, Monaco qui affronte le PSG. Je crois qu'elle se joue à huis clos, celle-ci. Mais dès le week-end prochain, il y aura des jauges qui seront aménagées dans certains stades. Et c'est l'une des bonnes nouvelles aussi de la journée. Retourner dans les stades, dans les aires de sport. Et je vous rappelle que les enfants également sont accueillis de nouveau dans les sports en intérieur, donc les sports de combat, etc. peuvent à nouveau se dérouler en intérieur. Pour terminer, on va prendre la direction du Parc Phénix à Nice, où les familles s'étaient donné rendez-vous pour vivre un déconfinement auprès des animaux, auprès de la végétation aussi, un poumon vert de 7 hectares au cœur de la capitale azuréenne. Et vous allez le voir, enfants, parents et employés étaient ravis de ce retour à la vie. Daniel et Pierrette sont les premiers visiteurs à retrouver le Parc Phénix. Pour cette réouverture, ils sont venus accompagnés de leurs petits-enfants. Oui, on est venus avec les petits-enfants pour profiter de ce parc. Il y avait plus d'1 an qu'on n'avait pas vu nos petits-enfants. Maintenant que les conditions sont favorables, bien, on en profite. Balade, pique-nique, activités. Pour les visiteurs, c'est un grand bol d'oxygène dans ce dédale de 7 hectares. Là on mange et après c'est surtout pour les enfants avec les animaux, tout ça, c'est vrai que c'est plus agréable que les jardins standards quoi. Ça fait du bien de pouvoir ressortir, ça fait du bien de voir aussi s'amuser et au plein air et dans une forêt en plein cœur de Nice. Et pour les employés du parc, c'est aussi une très belle journée. Xavier, responsable du parcours Acrobranche, retrouve le public et notamment les enfants après 7 mois de fermeture. Alors on a eu quelques appels, on attend du monde quand même, après beaucoup ça on verra, on a eu une bonne quinzaine d'appels, donc après il y a ceux qui ont réservé et ceux qui viendront comme ça à la volée. Nourrir les animaux, entretenir la flore. Durant la fermeture, les employés n'ont pas chômé, l'occasion également de faire quelques travaux. Là on a focalisé sur des opérations sur lesquelles on a profité de l'absence du public pour démonter certains passages, notamment les ponts, qui ont été totalement démontés par notre régie, on a les ateliers, qui les ont reconstitués, avec une meilleure solidité, avec de meilleurs matériaux. Port du masque, demi-jauge, distanciation sociale. Le protocole est bien sûr le même qu'ailleurs. Une réouverture sous un soleil de plomb. En temps normal, le Parc Phénix accueille 350 000 visiteurs par an. Voilà pour cette journée de réouverture et la bonne nouvelle c'est qu'il nous reste un petit peu de temps pour ce très beau reportage. L'Opéra de Nice lui n'a pas encore rouvert ses portes, c'est pour le début du mois de juin, mais toute la troupe est en répétition, on prépare ce retour sur scène et comme on a le temps de voir ce reportage, eh bien nous allons en profiter. C'est un sujet de Marie Justo. Il n'avait pas foulé ses planches depuis des mois. Cette troupe de l'Opéra de Nice répète enfin ensemble une image banale d'artistes en train de chanter et de jouer, mais qui était encore inenvisageable il y a quelques jours. L'opéra reprend vie et Yanaïk rentre dans son personnage. Je fais le rôle de Charlotte Werther, qui est donc la jeune femme du foyer qui s'occupe des enfants après le décès de la maman. Et donc il y a ce jeune Werther qui arrive et qui a un coup de foudre absolu pour elle. Et elle aussi en fait, et elle essaie de se battre entre ça et son devoir, puisqu'elle est promise à Albert, qu'elle va épouser dans l'opéra d'ailleurs. Au deuxième acte, ils sont déjà mariés depuis 3 mois, donc il y a toute une évolution. Voilà, donc elle est dans ce conflit permanent entre son devoir, ce qu'elle a promis à sa mère, et puis son attirance très forte pour ce jeune romantique qui est Werther. Un drame lyrique de Jules Massenet qui fera l'ouverture de l'Opéra de Nice le 2 juin. Les artistes sont impatients. On n'a pas eu la garantie de pouvoir faire ce spectacle, donc c'est encore plus un bonheur d'être là et de se retrouver, de répéter ensemble, de faire tout ce processus, parce que le spectacle est une chose, mais si on ne faisait
que du spectacle, je pense qu'on ne serait pas les mêmes personnalités à faire ce métier. La répétition fait aussi énormément partie du travail. Le processus créatif, en particulier quand c'est une création comme c'est le cas ici, quand c'est une reprise, c'est un peu moins fun. Mais le vrai processus créatif, le dialogue qu'on a avec le metteur en scène, la découverte des collègues, les interactions qu'on peut créer, les amitiés aussi qu'on découvre, c'est extrêmement important. Réorganiser, reporter, annuler, c'est le quotidien du directeur de l'Opéra de Nice depuis des mois. Certains spectacles ont été maintenus grâce au numérique, mais rien ne remplace le contact avec le public. L'opéra, c'est le spectacle vivant, c'est la rencontre entre des artistes et un public, c'est le public qui respire ensemble, qui s'étonne ensemble, qui vibre ensemble, et cela, l'artiste le ressent, et on ne remplacera jamais un public, et l'artiste aura besoin de son contact avec le public, et enfin on pourra le retrouver lors de cette production de Werther. Orchestre en configuration réduite, espacement entre les spectateurs. Seuls 350 sièges sur les 1083 que compte l'opéra pourront être occupés à sa réouverture au public. Et là aussi, on sera au rendez-vous, bien sûr, avec beaucoup d'impatience. C'est la fin de ce grand direct. Merci à vous de nous avoir suivis. On va reparler évidemment de ces réouvertures demain, pas d'édition spéciale, mais encore pas mal de choses au programme. Merci surtout à nos équipes, à nos journalistes qui étaient en direct ce soir, qui ont assuré les duplex également. Merci à Théo Sarfati, Sébastien Lyotard, Mickaël Fernandez, Vinciane Jalis, Philippe Caudet et Stéphanie Mossman. Bonne soirée, à demain.